Hamzat Rassan Kanafani, écrivain et militant révolutionnaire palestinien, disait « L'impérialisme a étendu son corps sur le monde. Partout où vous le frappez, vous l'endommagez et vous servez la révolution mondiale. » Le panafricanisme est pour nous justement un moyen de frapper l'impérialisme. Mais selon vous, pour ce faire, il faut d'abord connaître son fonctionnement. Pouvez-vous nous éclairer sur le fonctionnement de l'impérialisme? Par exemple, nous voyons que le Congo est depuis plus de 30 ans le terrain de jeu des impérialistes. Comment le Congo pourrait-il lutter efficacement contre la chasse au trésor géopolitique sur son sol? Merci. Oui, merci. Alors, donc moi je suis historien, donc effectivement j'ai une perspective de longue durée et une approche géographique qui je pense est importante parce qu'en fait ça fait pas 30 ans que le Congo est au centre du jeu impérialiste. Le Congo, en tout cas ce qui est aujourd'hui le Congo, parce que c'est un peu plus compliqué si on retourne un peu dans l'histoire, est au centre du continent africain. Et quand le projet de conquête et de désordre et de désorganisation du monde par l'Europe a débuté, notamment par les Portugais, eh bien ça passait par la circonnavigation du continent africain, donc le contournement de l'Afrique, dans lequel on a établi des points stratégiques, donc les îles au large du Sénégal, Cap-Vert, Madère, Açores, la région du Golfe avec Sao Tomé et Principe, le Congo, les royaumes Congo qui étaient stratégiques, l'Afrique du Sud, et aujourd'hui aussi on pourrait rajouter Djibouti, et la Palestine en fait partie. C'est-à-dire que ce sont les points de contact ou de sortie du continent africain. Le seul endroit pour sortir de l'Afrique à pied, c'est par la Palestine. Et donc la Palestine garde la porte terrestre du continent africain et fait partie de l'Afrique. Je pense que c'est vraiment important qu'on parle de Yasser Arafat. Il était présent à tous les sommets de l'OUA. Il passait plus de temps à Tunis et dans des capitales africaines. Et même une fois, le président américain voulait l'appeler, on le cherchait et il était quelque part en Afrique. Donc je pense que c'est un élément qui est important de comprendre que cette dimension géographique, cette unité de l'Afrique, elle est essentielle. Et dans le cadre du contournement et de l'encerclement de l'Afrique, tout passe par le Congo parce que le Congo est au centre. C'est le Congo qui gère les directions entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest du continent africain. Donc vous contrôlez le Congo, ben en fait vous bloquez la circulation du continent africain. Donc c'est un élément qui est vraiment important. Un autre élément également important, c'est que quand on parle du Congo au XVe siècle, on parle de Portugais qui vont s'arrêter dans des royaumes dans lesquels en fait ils sont en quête notamment d'esclaves et qui vont rencontrer des souverains africains qui expliquent très clairement qu'il n'y a pas d'esclaves au Congo, il n'y a pas d'esclaves dans ces royaumes-là. En revanche, il y a des captifs de guerre. Et ça, c'est extrêmement important parce que lorsque les Européens entendent qu'il y a des captifs de guerre et qu'il est possible d'avoir des captifs de guerre, eh bien, ils comprennent que la stratégie, qui va être celle de l'impérialisme, va être de créer des guerres. Puisque vous n'avez pas d'esclaves et vous avez des captifs, des prisonniers de guerre, eh bien, on va créer des guerres pour qu'il y ait autant de prisonniers de guerre pour en faire finalement des esclaves. Et c'est de là que part la déstabilisation du Congo, de l'Afrique de manière générale. L'impérialisme est fait pour créer des guerres, pour produire des esclaves, pour produire des réfugiés, des migrants qui viennent se vendre au système économique capitaliste qui est ici présent. La question des réfugiés aussi part de là. Comment on crée d'instabilité, comment on détruit ce qui n'a finalement jamais été construit. Et donc on en arrive dans une situation où l'état de guerre devient tellement permanent que chacun est sous la menace de devenir l'esclave de son voisin. Et c'est comme ça qu'on a balkanisé le continent africain, c'est comme ça qu'on a créé un état de guerre permanent sur le continent africain qui a facilité la colonisation, et le Congo est l'épicentre de ce système-là qui va être ensuite déployé dans d'autres espaces au fur et à mesure que va se faire la conquête impérialiste et colonialiste. C'est également important de comprendre que ce qu'on parle de Congo aujourd'hui, c'est la création, c'est une création coloniale. Les frontières du Congo d'aujourd'hui, c'est quelque chose de très particulier qui a été pensé en 1885 lors de la conférence de Berlin et qui renvoie à différentes populations dont l'identité a été portée de l'extérieur, de la même manière que le fait d'être noir, la négritude a été quelque chose qui nous a été imputé du fait précisément des circonstances dans lesquelles l'esclavage a été
racialisée par le capitalisme. Donc toujours ces questions également qui sont importantes parce que l'impérialisme est un système qui lie la question du racisme, la question du capitalisme et la question de l'esclavage. Le cas des peuples du Congo, de ceux qui constituent cet espace-là, il est également important et très intéressant parce qu'en fait, ils ont traversé toutes les phases de l'impérialisme. Ils ont lutté contre toutes les phases de l'impérialisme depuis le XVe siècle. Contre la traite transatlantique, contre la traite arabe, puisque à l'est de ce qui est aujourd'hui le Congo, il y avait des négriers arabes qui pratiquaient la traite vers l'est, notamment vers Zanzibar. Et ça, c'est un élément qui est important également à avoir à l'esprit, c'est-à-dire que le continent africain a été écartelé à partir du Congo. C'est de là qu'a été tirée la plus grande diaspora déportée dans les Amériques. Donc la lutte contre les mécanismes de traite, la lutte contre une forme de colonisation particulièrement sanglante menée par la Belgique, qui se reposait sur des systèmes de prédation, qui incluait notamment la mise en place de tout le système de firmes multinationales que l'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que autant la traite a été le moment où les prémices de l'impérialisme se sont faites à travers le système des banques et des assurances occidentales, autant quand le cas du Congo arrive, on est dans une logique d'industrialisation très particulière qui va amener à créer, à partir des richesses de ce territoire-là, les premières compagnies fondées sur des interlocked corporates, c'est-à-dire ces multinationales où vous avez les mêmes personnes qui circulent dans les mêmes conseils d'administration et qui se renvoient la balle, les mêmes familles, les mêmes dirigeants, etc. Et ça part vraiment de la stratégie de prédation et de captation du Congo sur le plan économique. Donc, propriété privée d'un homme, ça aussi c'est très particulier, c'est-à-dire qu'il y a un territoire qui a été à un moment la propriété privée d'un homme. Il n'y a pas énormément de territoires dans l'histoire qui ont été la propriété privée d'un homme, le roi des Belges Léopold II. Ensuite, État indépendant du Congo, donc cédé à la Belgique, donc qui rentre dans le cadre colonial classique, avec un tour de passe-passe qui amène la Belgique à rémunérer son roi à hauteur de 100 millions de francs. Donc on est aussi dans des logiques toujours de remboursement, de réparation de dettes, qui renvoie aussi au cas de Haïti. Et tout au long du XXe siècle, dans le contexte des luttes de décolonisation et des enjeux géopolitiques, le Congo va être central. Il va être central parce que c'est de là que vient l'uranium à l'origine des deux bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Donc le Congo est une puissance nucléaire, mais pour les autres, il est un enjeu nucléaire et donc un enjeu de contrôle extrêmement important. Alors cet élément-là, le fait de rappeler que le Congo est au cœur de la géopolitique et de la dissuasion nucléaire, permet aussi de rappeler que on a dans cet espace, au cœur de l'Afrique, une guerre froide de longue durée. Voilà, c'est-à-dire que la présence d'intérêts occidentaux ne date même pas du XXe siècle, elle est bien plus ancienne. Elle a été systématisée lors de la conférence de Berlin, où il s'agissait de donner le Congo au roi des Belges et à la Belgique, qui est l'État le plus faible, et donc qui n'a pas les moyens d'empêcher les autres de rentrer dans le Congo. Donc dès le départ, on est sur l'idée que ce territoire doit être le réservoir stratégique des matières premières et des minerais pour les autres puissances économiques. Tout le monde doit avoir accès au Congo, et donc il faut effacer la possibilité qu'un peuple congolais puisse exister, sachant que le territoire a été construit de manière à ne pas respecter évidemment le royaume Congo originel qui correspond en fait à la partie de l'Angola, enfin nord de l'Angola, Congo-Brazzaville et Congo-RDC, et en même temps d'avoir une antenne vers la partie australe et orientale, le Katanga, etc., qui est directement lié à l'impérialisme sud-africain, au régime d'apartheid raciste et blanc, et donc à l'introduction également du capitalisme dans cet espace-là, qui fait que vous avez une zone du Congo où l'impérialisme pille sans tuer, et donc c'est toute la partie du Katanga, vous avez vraiment de la prédation économique totale, et une autre partie dans l'est de la RDC, où là, l'impérialisme pille et tue. Et donc on a vraiment les différentes stratégies de l'impérialisme. D'un côté, il
il est prédateur mais propre, et de l'autre côté, il est prédateur mais sanglant. Et donc ça aussi, ça montre comment en fait un territoire comme le Congo peut être un laboratoire pour un même impérialiste de penser diverses stratégies de prédation, de captation, de possession des ressources. Pour moi, il y a un peu dans le Congo, à la fois de Haïti, de la Palestine, de la Kanaki, derrière l'idée que ce territoire-là est aussi soumis à la notion de balkanisation. Sachant que l'un des enjeux de l'évolution des différentes territorialisations du Congo, c'est de garder un Congo entre guillemets uni. Alors, un temps, on prend un Congo faible, parce qu'on a besoin de s'asseoir dessus. Un temps, on met Mobutu pour créer un Zaïre fort, mais qui est en réalité une marionnette qui soutient les intérêts occidentaux. Et une fois qu'il faut repenser les intérêts occidentaux, eh bien, on maintient un Congo, entre guillemets, uni, mais en réalité balkanisé, économiquement parlant. Donc là aussi, on a une approche très intéressante de comment un même territoire est parfois utilisé pour faire le gendarme pour les intérêts occidentaux, et dans d'autres circonstances, va être le terrain de 2 ou 3 petits territoires, Rwanda, Ouganda principalement, qui vont faire entre guillemets des gendarmes des intérêts occidentaux dans cette partie du monde. Donc on voit bien en fait comment aussi la taille des territoires ne renvoie pas, enfin renvoie à des formes de puissance paradoxales et qui n'en sont pas réellement, puisque ce sont des puissances qui sont déléguées par l'impérialisme. Et donc ça renvoie évidemment à la situation d'Israël, qui est tout simplement un pion avancé des intérêts occidentaux dans cette partie du monde, de la même manière que du temps du régime de l'apartheid, on présentait l'Afrique du Sud comme le seul îlot de démocratie, de liberté en Afrique. Voilà. Et d'ailleurs, c'est très intéressant aussi de le rappeler sur le point de vue racial. À l'époque, quand on parlait de l'Afrique blanche, on ne parlait que de l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique blanche, on parle de l'Afrique du Nord. Donc là aussi, c'est intéressant de comprendre comment l'impérialisme joue également sur les questions chromatiques pour masquer finalement sa domination et jeter de la poudre aux yeux et faire du pot noir masque blanc, comme dirait Fanon. Un autre élément important dans le cas du Congo, c'est comment l'impérialisme se nourrit de la paupérisation, conçue comme une stratégie de pillage, et donc de l'appauvrissement des peuples, qui est conçu comme l'organisation de la rareté. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Martinique, avec la question de la vie chère, il faut se poser la question de comment cet impérialisme, dans d'autres parties du monde, a organisé la rareté. La rareté est organisée. Et elle est organisée par rapport à des gestions et des logiques de stock qui renvoient au contrôle à la source des matières premières stratégiques qui permettent à notre système, enfin au système occidental de fonctionner. Donc la question de la rareté, il est centrale. Le Congo est un territoire richissime, mais c'est en même temps un territoire qui, s'il est rétrocédé à une souveraineté africaine, peut asphyxier le monde entier. Il peut contraindre le monde entier à une autre forme de rareté. Donc c'est un enjeu stratégique à ce niveau-là. Un autre élément important, parce que souvent quand les gens parlent du Congo, ils n'ont que l'idée justement des ressources, et je pense que c'est important de comprendre que l'accaparement des ressources du Congo s'associe également à la création d'un vide immatériel dans l'esprit des populations. C'est-à-dire qu'il y a tout un enjeu qui est fait pour produire du divertissement, pour détourner les populations des priorités, pour les abrutir, pour les abêtir. Et dans le cas du Congo, il y a eu des stratégies. Donc il y a eu l'église, il y a eu les brasseries. Voilà, il y a des stratégies qui sont faites dans ce sens-là pour faciliter, d'une certaine manière, le vide spirituel dans lequel, justement, le pillage de l'impérialisme se fait de manière plus importante. Un autre élément, donc tout à l'heure je parlais de pourquoi la prédation d'un côté et entre guillemets le commerce de l'autre, parce que tout simplement la prédation et le commerce, comme dirait Yash Tandon, mais le commerce c'est la guerre. Le commerce c'est la guerre. Et dans les logiques d'impérialisme, le Congo est au centre du jeu, et au centre du jeu notamment d'une forme particulière de l'impérialisme qui est l'expansionnisme. L'expansionnisme, c'est ce qui est à l'origine, notamment par exemple de la Seconde Guerre mondiale, la question de l'espace vital, la question de la conquête de territoires voisins, de ressources voisines, de l'accaparement de ce qui est à côté de soi. Et cet expansionnisme-là
il va être relié à la notion d'État tampon, renvoyant à d'autres enjeux géopolitiques. On peut penser par exemple à la question de l'Ukraine, considérée comme étant neutre par rapport à l'OTAN. Donc si un État tampon saute, eh bien forcément on va un peu plus dans les logiques de conflit. Et la particularité de la République démocratique du Congo, l'État tel qu'il a été colonialement constitué, c'est d'être entouré de voisins dont aucun ne joue le rôle d'État tampon. Et c'est ça qui explique pourquoi, dans l'historique de l'impérialisme au niveau du Congo, on est sur un territoire qui a connu une guerre mondiale, la première guerre mondiale africaine, avec des guerres d'alliance entre des pays voisins prédateurs, Ouganda, Rwanda, qui sont arrivés par l'Est, quelques autres milices et rebelles qui les accompagnaient, et une alliance de pays périphériques au niveau de la SADC, Tchad, Namibie, etc., qui ont donné lieu, à la fin des années 90, à la Première Guerre mondiale africaine. C'est également un territoire qui a connu les enjeux donc, de guerre civile, de rébellion, de guerre paysanne. On n'en parle pas suffisamment. Les guerres paysannes sont extrêmement importantes. Tout à l'heure, on parlait du Kenya, c'est Ramzi qui en parlait. Le Kenya, c'est les Mao Mao. Leur drapeau est là, c'est une révolte paysanne. Et je pense que la question des résistances paysannes est un volet sur lequel nous devons également nous appesantir. Il est valable à la fois pour la Martinique, où il y a une question foncière qui se pose avec les Békés, valable pour la Kanaki, valable un peu partout, parce que comme disait Malcolm X, la question coloniale et la question de la révolution, c'est la question de la terre. Et donc ce qui se passe en grande partie dans l'Est de la RDC, c'est une question qui est liée à la terre, la manière dont des rébellions modifient les modalités d'attribution des terres et empêchent finalement des communautés de jouir de ce dont elles avaient historiquement hérité. Un autre élément important, c'est la théorie l'idée du déclin. L'Occident est, comment dire, apeuré par l'idée qu'il puisse décliner. Il a besoin de se renouveler, de renouveler son impérialisme, de se fasciser. Et c'est dans ce contexte-là, notamment, que les logiques d'utilisation de pays relais, de pays tampons, de pays dits émergents, doit également susciter, je pense, notre vigilance critique. Voilà, il n'y a pas que les États-Unis, la Chine, la Russie, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui sont présents en Afrique, et certains sont des passe-droits ou des passe-partout de l'impérialisme occidental notamment. Un autre élément sur lequel je rejoins ce qui a été dit par Saïd, c'est l'importance de rappeler, notamment par rapport au Congo, que la politique étrangère d'un pays est d'abord domestique. La politique étrangère d'un pays est d'abord domestique, et ça, c'est une règle qui a été fixée par la puissance impérialiste numéro 1, qui sont les États-Unis d'Amérique, à travers notamment tout ce qui relève de ce qu'ils appellent la sécurité nationale, qui considèrent par exemple que les ressources de tel ou tel territoire dans le monde leur appartiennent et font partie en fait de leur politique interne. Voilà. Et donc pour les États-Unis, il y a effectivement un certain nombre de ressources dans le monde auxquelles les autres n'ont pas le droit de toucher, qui font partie de leur propre sécurité nationale, d'où le nombre de bases militaires qu'ils ont un peu partout dans le monde pour sécuriser ses intérêts stratégiques. Et donc c'est dans ce sens-là, par exemple, que Biden a fait sa seule visite en Afrique, en Angola, pour dealer notamment un corridor qui irait vers la RDC, pour récupérer des ressources stratégiques en RDC, et ce qui montre encore une fois que la question des ressources est au cœur finalement du moteur de l'impérialisme. Alors, en conclusion, donc, par rapport à tous ces éléments-là, il me semble important de rappeler que la lutte contre l'impérialisme, la résistance contre l'impérialisme, fait partie de l'histoire des peuples africains. Les Congolais et bien d'autres peuples ont résisté, parfois seuls, souvent seuls, je pense que c'est important de le dire. Si on a tenu à faire cette plénière en associant les différents territoires qui sont ici présents, c'est aussi parce que nous voulions que des camarades qui viennent entendre ce qui se dit sur la Palestine puissent entendre ce qu'il y a également à dire sur Haïti, sur le Congo, sur la Kanaki et sur le Sahel. C'est extrêmement important.
et les propos de Ramzy qui a bien rappelé que pendant très longtemps, ce sont les pays du Sud, les pays africains qui ont soutenu ce combat-là, est également très important parce qu'on a parfois l'impression qu'il y a des formes d'amnésie ou d'ingratitude dans les solidarités militantes. Et on ne peut pas recréer de nouvelles solidarités si on ne fait pas, l'historique de ces éléments-là. Donc ça, c'est un point que je tenais également à souligner. L'autre élément, c'est la manière dont toute cette histoire-là a produit des formes de leadership collaborationniste, de dirigeants, qui vont être beaucoup plus amenés à rendre compte ou à être responsables vis-à-vis des puissances extérieures que vis-à-vis de leur propre peuple. Et donc ça aussi, c'est un des maillons de l'impérialisme qui est aujourd'hui contesté, qui, à mon sens, va être de plus en plus, mais qui nécessite que nous soyons en capacité, je dirais, de produire des solutions et des alternatives durables. Le dernier élément, par rapport au panafricanisme, donc comme je l'indiquais, la question de l'encerclement de l'Afrique, la question de la circonnavigation de l'Afrique, le canal de Mozambique, donc tous ces espaces-là, Suez, etc., c'est extrêmement important parce que l'Afrique est au centre du monde, l'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique est le cœur du monde, il faut le dire très clairement, il faut le répéter chaque jour, matin, midi et soir. Et dans le contexte du combat contre l'impérialisme, qui est notamment porté par les États-Unis et par son bras stratégique qui est l'OTAN, le panafricanisme est un mouvement de résistance, un mouvement de libération, un mouvement de solidarité qui relie les deux rives de l'Atlantique. L'Amérique du Sud, la Caraïbe, l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et l'Afrique. Ça veut dire que, géopolitiquement parlant, c'est le mouvement qui est le mieux adapté. S'il se politise, s'il se renforce, c'est le mouvement qui est le mieux adapté à affronter l'OTAN dans cet espace atlantique. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse inquiétude quant à la possibilité de voir émerger des puissances africaines qui seraient soutenues ou pas par des intérêts russes, chinois ou autres, et qui seraient en mesure quelque part d'éteindre l'OTAN dans son espace de prédilection qui est l'espace atlantique. Après, l'Europe de l'Est, l'Asie de l'Est, ça c'est encore autre chose, mais en tout cas, cet espace-là, qui a été construit par la déportation, par la traite, et dont l'élément fondateur est la révolution haïtienne, si on met en place des stratégies panafricaines, on peut refaire l'histoire et montrer que l'histoire est la meilleure preuve que les victoires sont possibles. Et c'est pour ça que la révolution haïtienne est essentielle. C'est contre Haïti que la France, les États-Unis, l'Espagne, la Prusse de l'époque, l'Angleterre se sont coalisés. C'est-à-dire que ce qu'on appelle aujourd'hui la communauté internationale, qui aurait été la communauté occidentale, s'est créée contre Haïti. C'est Haïti qui est la première décolonisation de l'histoire de France, et donc la question coloniale qui se pose pour la Palestine, qui se pose pour la Kanaki, son point de naissance, quelque part, il est au niveau de Haïti. On peut aussi regarder la révolution cubaine, le soutien au peuple cubain qui est essentiel. On peut regarder également d'autres révolutions, mais il me semble en tout cas important de comprendre que la convergence qui se fait autour du Congo, au niveau des impérialismes, est essentielle si on veut comprendre les mécanismes de cet impérialisme-là et la manière dont ils pensent à se recycler, y compris par le discours dit de la transition énergétique. Voilà, c'est un peu tous ces éléments-là qui me font penser que la question du Congo mérite vraiment d'être constamment évoquée, mise sur le devant de la scène et traitée très sérieusement. Merci.